Le regard de Colette se tournera toujours vers son village natal de Saint-Sauveur-en-Puisaye. C'est là qu'elle est née en 1873 sous le patronyme de Gabrielle Sidonie Colette. On y parle la plus belle langue des Pays de Loire qu'elle écrira mieux que personne, mais qu'elle prononcera, à l'étonnement du beau monde, comme un paysan bourguignon. Dans le haut du village, la maison familiale peut paraître banale, austère même. C'est une maison de village à Saint-Sauveur-en-Puisaye, dans l'Yonne. Elle a gardé pour moi tous ses charmes. Elle est vieille. Elle rassemble autour d'elle une petite cité de 13 ou 1500 habitants, un jardin négligé. Elle m'a vu naître, elle m'a vu grandir. Ma chambre d'enfant n'y a connu aucun luxe et même pas un confort élémentaire. Mais je ne peux pas oublier que j'y ai élevé des chauves-souris, des chats, des chiens, des écureuils. La maison est fermée pour de sombres histoires d'indivision. Les volets sont clos, le jardin est à l'abandon. Derrière ces persiennes, sommeille le fantôme d'une petite fille heureuse. La maison et le jardin bruissent encore de la personnalité de sa mère, Sido. Elle en est l'âme. Elle est cette mère tendre et originale qui passe ses nuits à lire Saint-Simon et emmène à la messe son chien qui aboie pendant l'élévation. Elle a une adoration pour sa fille qu'elle appelle Minet chérie, ou encore mon joyau tout en or. La petite Gabrielle est libre de vagabonder à son gré. Elle apprend à observer les mœurs des animaux, l'éclosion d'une fleur, le rythme des saisons. Elle peut puiser sans restriction dans la bibliothèque familiale. À 7 ans, elle aura lu tout Balzac. Cette maison sera pour Colette le paradis perdu, à jamais regretté, où Sido lui enseignait les merveilles de la nature. Sur des gradins de bois peints en vert, elle entretenait toute l'année des reposoirs de plantes en pot, des géraniums rares, des rosiers nains, des reines des prés au panache de brume, blanche et rose. Et elle me disait « Ne touche pas !» Je lui disais « Mais rien ne pousse !» Et elle me disait à son tour « Et qu'en sais-tu? C'est toi qui en décides? Là, attends, là, ce sont des pois de senteur, dont les fleurs ont des oreilles comme des petits lièvres, tu sais bien. » Ma mère rejetait son chapeau en arrière, mordillait la chaîne de son lorgnon, et le précieux reproche me suivait. « Ne touche pas, ne touche pas. Tu ne comprends pas, tu ne peux pas comprendre. Tu n'es qu'une petite meurtrière de 8 ans, de 10 ans. Tu ne comprends rien encore à ce qui veut vivre. » Je pense que quand on a dans sa vie la chance d'avoir une mère comme celle-là, c'est-à-dire une femme très caractéristique, très caractérisée, c'était une femme de la campagne. Elle était pourtant lettrée, elle avait des origines, elle était belge, je crois, d'origine, et elle était atterrie dans cette Bourgogne, on se demande comment, mais elle aimait la nature. Et je pense que quand on a ces liens très 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 forts avec la nature, ce qu'a eu Colette dès sa prime enfance, on est solide pour toujours. Je pense qu'elle a eu cette formidable chance de connaître une femme qui n'était pas écrivain, qui n'était pas elle-même une femme d'écriture, mais qui avait envie de nommer les choses. Et elle a transmis ça à Colette. Colette a au fond puisé son œuvre dans les connaissances de sa mère. La récompense suprême pour la petite fille était d'obtenir que sa mère la réveille à 3 heures du matin pour voir le jour se lever. Ma mère me laissait partir après m'avoir nommé beauté, joyau tout en or. Elle regardait courir et décroître sur la pente son œuvre, chef-d'œuvre, disait-elle. J'étais peut-être jolie, ma mère et les portraits de ce temps-là ne sont pas toujours d'accord.
Je l'étais à cause de mon âge et du lever du jour, à cause des yeux bleus assombris par la verdure, des cheveux blonds qui ne se relissaient qu'à mon retour, et de ma supériorité d'enfant éveillé sur les autres enfants endormis. Dans Claudine à l'école se dévoile déjà toute la sensualité de la jeune fille imprégnée de nature. J'ai vécu dans ces bois 10 années de vagabondages éperdus, de conquêtes et de découvertes. Le jour où il me faudra les quitter, j'aurai un gros chagrin. Gabrielle quitte pourtant Saint-Sauveur dès ses 18 ans. Elle brûle de découvrir un monde plus large et se marie avec Willy, un Parisien de 13 ans son aîné. Le château de Saint-Sauveur, voisin de la maison natale, devenu un musée, abrite d'innombrables photos qui témoignent des différents épisodes de la vie de Colette. Elle est l'un des écrivains les plus photographiés du siècle et par les plus grands. Elle-même les sollicitait. Elle adorait poser. Très à l'aise dans sa beauté, très sensuelle, épanouie, robuste. Une femme qui change, oui, physiquement et même radicalement, parce que il y a encore dans ses portraits qui datent du tout début du mariage avec Willy, beaucoup de douceur, et on va trouver, quelque temps après, un regard un peu plus ambigu, un peu plus mystérieux, voilà, et tout ça, évidemment, commandité en grande partie par Willy, à commencer par le fait que Colette va couper sa merveilleuse et extrêmement longue chevelure d'1,60 m qui lui arrivait au talon, et elle va raccourcir cette coiffure, et ça, Colette dira que sa mère, Sido, va flétrir ce geste en des termes très singuliers. Elle va lui dire « Tu as disposé d'un bien qui ne t'appartenait pas, tu as anéanti mon chef-d'œuvre de 20 années. » Gabrielle est amoureuse. Willy l'incite à écrire ses mémoires d'écolière et lui suggère de les pimenter de détails sur la sexualité des jeunes filles. La jeune femme épingle d'une plume acérée les travers de ses contemporains. Les victimes sont ses camarades de classe et leurs familles. Le style de Colette est né avec toute la précision et le sens de l'observation qui seront sa marque littéraire. Claudine à l'école connaît un succès inattendu et immédiat que Willy signe de son seul nom. Colette et Willy, c'était une association amoureuse, conjugale et littéraire. Et il était parfaitement convenu à l'époque que ce soit Willy qui soit le seul signataire, parce que le seul qui soit connu à cette époque-là, c'était Willy. Et son nom était vendeur, comme on pourrait le dire aujourd'hui, celui de Colette, parfaitement inconnu. Tout le village de Saint-Sauveur vit alors de Colette. Le seul restaurant de la ville lui est entièrement dédié. Vous savez qu'au départ, ça a été très difficile parce que Colette a eu une enfance un petit peu particulière puisque sa mère l'a élevée d'une manière un petit peu différente des enfants de son âge. Elle était très libre, elle se promenait, elle suivait ses frères, enfin, elle faisait tout ce que les jeunes filles de l'époque ne faisaient pas. Donc, elle a eu une enfance très différente, puisqu'elle est allée à la laïque, au lieu d'aller à l'école privée, bien entendu. Et puis, par la suite, elle a eu une vie multiple, très riche, mais très en avance pour son époque. Hein. À cette époque-là, c'était très mal vu. Une femme ne travaillait pas déjà, une femme ne se mariait pas plusieurs fois. Enfin, elle a mené une vie qui a probablement chagriné beaucoup les habitants de Saint-Sauveur. Et puis, alors, faut dire qu'elle les a pas gâtés dans ses écrits. Hein. Elle a fait des portraits assez vifs.
Le père Cavaillot est un vieil harpagon détraqué, mauvais comme la peste, qui possède une maison et des jardins splendides. Il est redouté comme fort méchant, haï comme avare, respecté comme mystère vivant. Madame Jarry, que personne n'a jamais pu surprendre en tenue ménagère, cette inoccupée qui bornait son activité à morigéner sa servante. Du Tertre, le délégué cantonal, s'assied sur les tables, se tient mal, nous fourre ses moustaches dans les oreilles, nous caresse le cou. Colette se sert de ses souvenirs d'enfance et elle va choisir l'école de Saint-Sauveur comme cadre, comme décor de ce roman. Et elle va mettre en scène tous les personnages qu'elle y a connus. Avec au premier plan celui d'Olympe Thérin, dont elle va faire une caricature terrible sous les traits d'Olympe Sergent, une institutrice terrible qu'elle montre tout à fait légère, qui abandonne sa classe pour aller à l'étage rejoindre son adjointe, que l'on voit ici, pour lui conter Fleurette. Et les portraits étaient si fidèles à la réalité que tout le monde a identifié les personnages réels. Et alors, le livre, évidemment, va faire ici l'effet d'une bombe. Quand elle est montée à Paris, en suivant Willy, qu'elle a épousé très jeune, elle était très jeune fille et très innocente, elle n'était pas tellement innocente que ça. Elle était une jeune fille qui avait lu tout Victor Hugo, tout Maupassant et tout Flaubert. Donc elle avait déjà des ouvertures et elle voulait simplement aller vérifier que toutes ces passions qu'elle avait reconnues dans ses livres, ça existait vraiment. Donc qui pouvait mieux que Willy, qui était un osseur, un homme un peu comme ça, un Parisien, un peu du jet-set parisien, qui pouvait lui ouvrir la porte de tous ces événements parisiens. Il a fait d'elle l'écrivain qu'elle est, il l'a formée. Et même cette perversité, je pense que c'est ça qui a fait de Colette l'exception littéraire qu'elle a été dans la littérature française. C'est-à-dire de raconter les choses border, c'est-à-dire ce qui est toléré, mais pas tout à fait. Ce qui est dans la normalité, mais qui se transforme, c'est-à-dire ce que tout le monde a dans son esprit, dans son cœur, c'est-à-dire les rêves, les aspirations, les dangers, les coquineries, mais que on n'a pas le droit de dire. À la fin de sa vie, Colette occupait cette table du Grand Véfour, lieu devenu mythique pour Macha Merrill, qui a incarné la grande dame en jouant le rôle de Colette de sa jeunesse à sa vieillesse. Le tout Paris mondain s'est toqué de la petite écolière et se délecte des détails croustillants révélés dans le livre dont elle est pour le moins l'inspiratrice. Avec Claudine à l'école, le village de Saint-Sauveur entre dans les cercles littéraires de la capitale. Willy presse sa femme d'écrire une suite. Les Claudines qui suivent, toujours signées de Willy, suivent la courbe de l'altération du couple. Claudine à Paris, Claudine emménage, et pour finir, Claudine s'en va. Rivée à son bureau, la jeune femme laisse courir des pensées nostalgiques. Toute ma journée s'écoule à chercher pas à pas, miette à miette, mon enfance épars ce coin de la vieille maison. Tout est encore devant mes yeux. Le jardin aux murs chauds, les dernières cerises sombres pendues à l'arbre, le ciel palmé de longues nuées roses. Tout est encore sous mes doigts, cuir épais et mouillé des feuilles d'hortensia, et la petite main durcie de ma mère. Colette n'est plus heureuse. Elle ne supporte plus les infidélités de Willy. Ils se séparent en 1906. Sans revenu, les droits d'auteur étant perçus par Willy, Colette, dont c'était le désir depuis toujours, commence une carrière de mime et d'actrice de théâtre. Le music-hall, dira-t-elle, c'est le métier de ceux qui n'en ont appris aucun. Elle a 30 ans, elle n'a jamais été aussi belle, elle aime son corps et elle l'expose avec fierté. Elle va séduire la fille du duc de Morny, Missy, qui tombe éperdument amoureuse. Elles se produisent ensemble sur scène, Colette seins nus et Missy en costume d'homme.
Le scandale culmine le soir de la première du mimodrame Rêve d'Égypte, dans lequel Colette joue le rôle d'une momie endormie qui doit échanger un baiser avec l'égyptologue joué par Missy. Le duc de Morny monte sur scène pour faire interrompre le spectacle. La salle vocifère, Paris est enfiévré. On dit scandaleuse. Moi, je trouve pas. Moi, je trouve que c'est tout simplement une femme qui a été une femme libre. Ses amours avec la duchesse de Morny, c'était un peu la mode. Le saphisme était à la mode. Il y avait toutes ces grandes américaines, n'est-ce pas, qui venaient à Paris et qui pratiquaient les soirées de femmes et les bals de femmes et les spectacles de femmes. Moi, je pense que c'était plus une mode qu'une vraie tendance. Moi, je pense que Colette a plus aimé les hommes que les femmes. Mais elle aimait tout. Elle aimait aussi les enfants et les chiens. Elle aimait tout. Elle était gourmande, elle était curieuse, elle était même goulue. Dès 1920, on parle de Colette pour l'Académie Goncourt. Et en 1923, on évoque même son nom pour l'Académie française. Mais jamais, jamais elle ne franchira les portes de cette académie-là parce que ses pairs ne lui pardonnent pas sa carrière au music-hall, qui n'est pas si lointaine que ça. Ils ne lui pardonnent pas, on ne peut pas oublier qu'elle s'est montrée nue sur scène, qu'elle a été une saltimbanque, et puis surtout, l'un de ses confrères se rappelle très bien cette époque où elle portait un petit collier de chien, portant l'inscription « J'appartiens à Missy » et qu'elle s'exhibait fièrement au bras de sa maîtresse. Alors jamais, jamais on ne tolérera qu'elle entre à l'Académie française. Mais si son nom commence à circuler, c'est bien précisément parce que les qualités littéraires, elle les a. En attendant, Colette a eu 3 voix au Goncourt. C'est une signature confirmée. Le baron Henri de Jouvenel, rédacteur en chef du Matin, propose à Colette de publier des nouvelles dans son journal. Après une liaison tenue longtemps secrète, ils se marient et Colette entre dans le beau monde. L'enfant paysanne qui dort en elle se fait envoyer chaque saison les produits de son village de Bourgogne, châtaignes, haricots, fleurs des champs. Et chaque jour, une lettre de Sido qui lui fait la chronique de Saint-Sauveur. Tu sais que Cobino, qui était chez nous et qui n'a eu qu'une fille, qui est morte en se coiffant et en chantant... Et encore... Minet chérie, non, vraiment, je ne te vois pas assez souvent pour le temps qu'il me reste à vivre. Vois comment monsieur de Jouvenel est mieux partagé que moi. Mais Colette court le monde, passionnée par la vie de reporter. Elle couvre les événements de l'actualité, aviation, mode, le premier vol du dirigeable Clément Bayard, les courses cyclistes. Elle suit les grands procès de l'époque, Landru, Violette Nozière, et elle embarque pour la première traversée du Normandie, emportant son propre panier à provisions. C'est, dit-elle, une carrière à perdre le souffle. Sido, elle, s'inquiète que Colette ne perde son style en écrivant pour les journaux. Elle a peur que la journaliste ne soit la mort de la romancière. Colette a beaucoup prospecté au cours de sa vie et finalement, elle a compris que les valeurs que sa mère lui a inculquées étaient les bonnes. Et elle y est revenue par bon sens, non pas parce que par nostalgie ou par rejet du reste, etc. Elle a vraiment fait le tour. Elle est allée voir la vie parisienne, la vie mondaine, elle a été journaliste, elle a fait beaucoup de choses, elle a été beaucoup regardée. Elle regardait parce que sa mère lui disait « regarde » et qu'elle a toute sa vie regardé. Je veux vous lire un petit extrait de la façon dont sa mère lui a ouvert les yeux. Elle lui disait « Regarde la chenille velue, pareille à un petit ours doré. Regarde la première pousse du haricot, du cotylédon qui lève sur sa tête un petit chapeau de terre sèche. Regarde la guêpe qui découpe avec ses mandibules en cisaille une parcelle de viande crue. Regarde la couleur du ciel au couchant qui annonce grand vent et tempête. Regarde vite, le bouton de l'iris noir est en train de s'épanouir. » On m'a demandé d'écrire ce livre sur les lieux où Colette a vécu. Ça s'appelle Sur les pas d'eux. C'est une très bonne idée. C'est comment on raconte un écrivain à travers les lieux où il a vécu.
Et en voyant tous ces endroits où elle a vécu, j'ai été obligée de trouver le commun dénominateur. Qu'est-ce qui l'a guidée d'une maison à l'autre? Et ma réponse, c'est que il n'y a pas de lieu pour elle, il y a des personnes. Elle était là où les gens qu'elle a aimés l'ont emmenée. Mais de maison en maison, elle a fait toute cette boucle pour revenir à la maison d'enfance, c'est-à-dire pour reconstituer elle-même la maison de son enfance. La maison de Claudine, qui paraît en 1922, va faire de Cîteaux la mère emblématique entre toutes. Je n'ai pas quitté un personnage qui peu à peu s'est imposé à tout le reste de mon œuvre, celui de ma mère. C'est un tournant décisif dans l'œuvre de Colette. Tout l'univers de son enfance revient en force, où la maison et le jardin sont le centre du monde. Une des nouvelles du roman, La Petite, peut s'interpréter comme une métaphore parfaite de la vie de Colette. La Petite, après s'être abîmée dans des jeux grossiers avec les enfants du village, se recompose à la vue de sa mère, cousant à la fenêtre. Cette main et cette flamme, et la tête penchée, soucieuse auprès de la lampe, sont le centre et le secret d'où naît et se propage le salon tiède. Au-delà, tout est danger, tout est solitude. C'est en rangeant un tiroir de son bureau, un jour, qu'une lettre tombe de ce tiroir. Une lettre tombe de ce tiroir. C'était une des dernières lettres de ma mère, écrite au crayon, déjà pleine de ce départ, de son départ. Que c'est curieux. On résiste victorieusement aux larmes. On se tient très bien aux heures les plus dures. Et puis un jour, quelqu'un derrière une vitre vous fait un signe de la main. Un matin, on découvre éclose une fleur encore fermée la veille. Une lettre tombe d'un tiroir et tout tombe. Et ce qui est tombé sur Colette ce jour-là, eh bien, c'est toute la douleur, toute la souffrance du départ de Cîteaux qu'elle avait eue jusqu'à ce moment-là et qui lui revient comme ça en plein cœur. Et là, à partir de ce moment-là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre sa mère littérairement. Elle va prendre les lettres de Cîteaux, elle va en sélectionner quelques-unes et elle va les insérer. Ces lettres vont servir de fil rouge, de fil conducteur au roman qu'elle compose, la naissance du jour. Je suis la fille de celle qui écrivit cette lettre. Cette lettre est tant d'autres que j'ai gardée. Celle-ci en 10 lignes m'enseigne qu'à 73 ans, elle projetait et entreprenait des voyages. Et que l'éclosion possible, l'attente d'une fleur tropicale suspendait tout. Et faisait silence, même dans son cœur destiné à l'amour. Je suis la fille d'une femme qui, dans un tout petit pays honteux, avare et resserré, ouvrit sa maison villageoise aux chats errants, aux cheminots et aux servantes enceintes. Puissais-je n'oublier jamais que je suis la fille d'une telle femme. Dès 1920, Colette est considérée comme le plus grand écrivain français vivant. Désormais, elle vit sédentaire, et c'est le monde entier qui vient à elle. Jean Cocteau, son voisin du Palais Royal, la visite tous les jours. Il l'adore. À la fin des années 40, dernière période de sa vie, elle croule sous les honneurs. La maison de Saint-Sauveur s'est invitée dans l'antre du Palais Royal. Colette a définitivement renoué avec son enfance. Les Français se reconnaissent dans l'attachement profond de l'écrivain à une région et dans cette forme de littérature naturaliste qui exprime aussi précisément les émotions que procurent les beautés de la nature. Maison et jardin vivent encore, je le sais. Mais qu'importe si la magie les a quittés. Si le secret est perdu qui ouvrait lumière, odeur, harmonie d'arbres et d'oiseaux, murmure de voix humaines qu'a déjà suspendu la mort, un monde dont j'ai cessé d'être digne.